comme c'est un phénomène récent sur notre territoire, la problématique de l'érosion, et que de mémoire d'homme, on n'a pas de tempête en tête, en fait, effectivement, les gens, les élus, les personnes qui y habitent, se disent, en fait, ça ne nous arrivera pas. Ces simulations, elles sont bien jolies, mais en fait, on ne s'en souvient pas, on n'en a pas de traces, sauf si on remonte très, très loin, mais il y a beaucoup de gens, comme on l'a dit avant, en fait, qui ne sont pas du territoire non plus. Et ceux qui sont du territoire, en général, n'ont pas conservé une mémoire sur plus de 100 ans, quoi. Alors que d'autres cultures, d'ailleurs, y arrivent, mais pas chez nous. Et du coup, le SMDA a mis en place toute une stratégie pour essayer d'éduquer en tout cas de sensibiliser les élus et les habitants à cette question du risque de la submersion marine. Et alors, une des premières choses qu'ils ont faites, si tu peux avancer, voilà, c'est qu'ils ont emmené les élus en balade. Ils ont organisé ce qu'on appelle le Lito Tour. Et c'est marrant parce il y a deux aménagements là, enfin, au moins un aménagement qui sera rapporté sur une autre présentation après. Mais alors, du coup, comme nous, on a une érosion récente, on n'avait pas de problème, on n'a pas fait d'aménagement sur notre territoire. Par contre, dans l'Hérault, dans les PO, il y a plein d'élus, plein d'habitants qui ont tenté des trucs et qui ont essayé de faire des choses. Donc, on a commencé ils nous ont emmenés sur le terrain pour voir ce qui se faisait. Et le premier truc qu'ils nous ont montré, c'est à la Grande Motte. Attends, tu peux rester. La Grande Motte avec un projet de ville-port. Il y a toujours une présentation de prévu. Ah bon. Donc, c'est quelque chose qui est assez stupéfiant parce que donc ils nous ont amenés en car. On a rencontré des représentants du conseil municipal sur place. Et en fait, à la Grande Motte, ils ont vraiment un projet colossal. Ils vont complètement rénover une partie du port, rajouter 400 anneaux, créer des places énormes et des habitations vraiment extrêmement importantes juste à côté, enfin, sur mer, alors même qu'on sait qu'il va y avoir des problèmes chez eux aussi de submersion marine. Et eux, ils étaient réellement dans un déni total en disant non, mais en fait, à l'horizon à laquelle on travaille, il n'y aura pas de problématique de submersion marine. Et c'est même un élu de droite pas un écolo, hein, c'est vraiment qui a levé la main en disant mais vous êtes sérieux? Dans le sens où c'était complètement fou. Et ils étaient dans leur vision d'un aménagement portuaire qui pensait dernier cri, mais qui, objectivement, n'a aucune chance de dépasser les 10 ou 20 prochaines années. En fait, ils n'avaient pas pris en compte le phénomène de la mer qui monte. Ils n'avaient juste pris en compte que celui qui les arrangeait, c'est celui de l'ensablement. Parce que dans le trait de côte, il varie. Il y a des zones d'érosion, comme tu as expliqué. Notamment, c'est le cas là où ils sont en train de construire le port de Port-la-Nouvelle. Et il y a des zones d'ensablement. Et là, c'est le cas. C'est une zone d'ensablement. Ils n'avaient pris que ce critère. Ils avaient peut-être omis Et comme vous le le principal. savez, ensablement, ça peut être érosion derrière. Et c'était assez fou, en fait, de constater, c'était marrant finalement de commencer comme ça, et je pense que c'était voulu, de commencer par des élus qui étaient complètement dans le déni et qui étaient dans un refus total de la réalité de ces histoires de variation, justement, de la ligne du littoral et des problématiques qui étaient liées à ça. Donc, je crois que c'est un projet à 100 millions d'euros, quand même. Et réellement avec des choses qui ont un risque d'inondation extrêmement important. Ensuite, ils nous ont emmenés dans le golfe d'Aigues-Mortes. On est allé à Carnon. Et à Carnon, ce qu'ils ont fait pendant 15 ans, ils ont essayé de relarguer du sable. En fait, ils avaient des problèmes d'érosion des plages. Et qui dit plage dit touriste. Et en fait, ils n'arrivaient plus à mettre assez de touristes. Donc, en fait, ils se sont dit, bah, on va prendre du sable là où il y a du dépôt, on va le déplacer en camion et on va le relarguer à un endroit pour que ça se redépose correctement et que notre plage revienne. Ça a coûté 3,5 millions d'euros sur 10 ans. Et alors, donc, ils ont pu faire une évaluation 10 ans après l'expérimentation, 1 million de mètres cubes quand même déplacés sur 10 ans. Et en fait, ils n'ont pas réussi réellement à obtenir des plages plus larges. Le sable s'est déposé, mais pas réellement comme ils voulaient. C'est dommage, c'est la nature, ça ne répond pas complètement à ce qu'ils voulaient. Et en fait, aujourd'hui, les collectivités ont toujours un énorme prêt qu'ils doivent rembourser. Je crois qu'ils ont 120 000 euros d'intérêt à payer chaque année pour un projet qui est terminé et qui n'a pas finalement réussi à sauver leur plage. Donc, c'est quand même hyper intéressant de voir que ça, c'est limite, même si on pourrait se dire, bah, plutôt que faire un ouvrage, peut-être qu'on pourrait utiliser la nature, mer nature, pour pouvoir améliorer le littoral. Donc ça n'a pas marché. Ensuite, on nous a emmenés à Marseillan.
Marseillan, c'est intéressant, c'est le premier endroit en France, voire en Europe, où ils ont engagé le repli. C'est-à-dire qu'une des grandes questions par rapport au mouvement de la ligne littorale, c'est en fait quand on a écrit, enfin quand on a construit sur le truc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on protège la ligne littorale ou est-ce qu'on déplace les gens? Alors il se trouve qu'à Marseillan, cette zone-là, c'était une zone faiblement urbanisée, avec effectivement un camping, avec quelques axes, on va dire, économiques. Mais finalement, c'était assez simple. Donc, ils ont décidé de reculer la route du Lido, d'essayer de faire des structures qui retiennent vaguement le sable et puis de maintenir des activités agricoles. Ils ont, et c'est le truc intéressant, ils ont quand même engagé ce processus de repli. Et surtout, aujourd'hui, ils sont dans une démarche qui s'appelle les ateliers du territoire, je crois, et dans lequel, en fait, ils vont travailler ces histoires d'indemnité pour essayer de voir comment est-ce on accompagne, parce que qui dit repli, que ce soit des habitations, des entreprises, en fait, c'est de la propriété. Comment on fait pour, par exemple, pour que des gens qui ont acheté des terres, je vais dire n'importe quoi, parce qu'après, on va parler de Frontignan, mais des maisons à 400 000 euros ou 1 million d'euros qui sont directement sur la plage et qui sont au seuil de l'érosion, aujourd'hui encore, elles se vendent à 400 000 ou 1 million d'euros. Et en fait, le jour où ça va s'arrêter, le jour où les assurances refuseront d'assurer ce truc-là, ça va être la ruine d'un certain nombre de personnes. Donc, ça va poser des problématiques de comment on fait pour reculer, je te donne la parole tout de suite après, pour reculer ces habitations. Et donc, ce qui est intéressant et ce qu'on a pu découvrir en allant à Marseillan, c'était justement ces initiatives de discussion et de concertation pour essayer de faire reculer d'organiser le repli, de se dire comment est-ce qu'on va disposer les routes, comment on va disposer les villages, comment on va traiter ces problématiques de propriété. Alors sur Marseillan, effectivement, la route a été reculée. La digue, donc ça a coûté quand même plusieurs millions d'euros. 35 millions, je crois. La route ancienne faisait quand même faisait digue. Donc, ça a été reculé, mais ça a été reculé aussi par la pression de partenaires privés, à savoir les campings, qui ont privatisé leurs plages. Donc, en fait, ce n'est pas absolument pas pour des réseaux écolos et de préservation du littoral, c'est pour permettre la privatisation de la plage tout le long du Lido et le financement. Donc, et après, effectivement, la réflexion sur Marseillan-Plage, c'est également des raisons économiques. Donc, il n'y a rien d'écolo là-dedans et de volonté propre de protection de la nature ou de quoi que ce soit. Ça, c'est certain. Alors, peut-être que c'est un levier. Nous, on y a passé 2 heures, hein, donc c'était pas non plus. Enfin, je me prétends pas spécialiste de cette question-là. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils sont partis d'une étude quand même d'érosion extrêmement importante. Ils ont installé des espèces de tuyaux pour essayer de retenir le sable. Effectivement, ils ont travaillé sur le maintien du système économique. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir ce qu'ils font maintenant avec ces ateliers du territoire, parce que c'est une des rares en fait collectivités qui est engagée dans cette structure-là, où ils ont des fonds en fait de la France pour pouvoir justement travailler ces histoires d'indemnisation. Aujourd'hui, il y a quand même une course. Non, mais en fait, les deux sont pas forcément disjoints. C'est pas, voilà. Après, je sais que le camping, ils l'ont maintenu, comme l'exploitation agricole. Après, voilà, tu en sais sans doute beaucoup plus que moi. Mais c'est la démarche. En fait, la démarche, plus que la problématique du camping, effectivement, je ne suis pas spécialiste de ce truc-là, c'est la démarche. C'est-à-dire que eux, sur leur démarche, ils sont sur une histoire de repli. Ce qui se fait assez facilement, parce que là, il y a quasiment personne qui y vit. Tu parles d'un camping et de terres agricoles, quoi. Ouais. Et mais du coup, comment on fait quand on parle de zones urbanisées, c'est-à-dire réellement urbanisées? Le 4, par exemple, une des villes, et j'en parlerai juste après, qui est une ville qui est carrément, enfin, sur une partie où c'est carrément construit intégralement sur le Lido, c'est-à-dire sur une langue de sable. Comment on fait? Comment on fait pour déplacer les gens? Comment on fait? Ah oui, oui, c'est voilà. Non, Oui. j'essaie d'apporter une réponse. Le recul stratégique, c'est le programme Adapto du Conservatoire du Littoral, déjà. Donc, c'est le Lido on va dire, de Thau. C'était une expérimentation qui a été réalisée par l'Europe, justement pour voir les effets du recul stratégique. Comme c'était peu urbanisé, il y avait peu d'activités, justement, on craignait peu, justement, toutes les personnes réfractaires à ce projet-là. Et donc, ça a permis de mettre en évidence que c'était très efficace, ce phénomène, ce programme-là. Et il y a certes le boudin qui a été posé sur 7,
qui lui est peu efficace, justement. Mais le fait du repli ou du recul stratégique fonctionne très bien, parce qu'en plus, maintenant, on utilise les outils fondés pour la nature pour faire un engraissement de la plage en créant un cordon dunaire. Et du coup, la plage de Sète est stabilisée à l'heure actuelle. Voilà, donc il n'y a pas que l'aspect économique. Hein. C'est sûr, on peut voir que le camping, machin, il est encore là, mais il faut voir le résultat est efficace. Bon, bah, tant pis s'il y a l'aspect économique, ça a marché. Voilà. Et après, le dernier site sur lequel on est allé, c'est Frontignan, peut-être que vous le connaissez aussi, où on a vu effectivement ces fameuses maisons à 400 000 € qui étaient directement sur la plage. Là, c'est un collectif d'habitants qui, dans les années 70, a essayé de construire des ouvrages, des brises-lames hantées, là, qui sont aujourd'hui au milieu de la mer. C'est-à-dire, on est sur quelque chose qui n'a pas du tout fonctionné. Je n'ai pas trouvé le budget, parce que je pense que c'était un truc... je ne sais pas exactement comment ils se sont pris, c'était un peu ancien, mais bon, voilà. On est sur quelque chose, un aménagement qui avait pour velléité de retarder l'érosion, mais qui aujourd'hui n'a pas du tout fonctionné. Voilà, donc ça, c'était la première approche pour essayer voilà, d'amener des maires à réfléchir sur ces problématiques d'érosion du littoral et d'essayer de voir comment, ensemble, ils pourraient trouver des solutions. Et ces solutions, ils les ont réfléchies sur un deuxième temps. En fait, ils ont organisé une journée complète où ils ont demandé à tous les élus, cette fois-ci, pas seulement du SMDA, mais les élus du département, les élus de la région, de venir, des collectivités. Et en fait, où ils ont affiché les cartes que je vous ai montrées au tout début, mais l'intégralité des cartes. Et l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait appréhender ces problématiques de repli, d'aménagement, de relargage de sable ou pas relargage de sable, quelle était la position des maires, en fait, et des élus. Et ce qui était fascinant à voir, pour nous, en fait, moi, je suis un élu d'opposition, donc ce n'est pas moi qui vais décider, même si j'essaye de faire pression. Et ce qui était fascinant à voir, c'est que de façon générale, les élus, ils étaient tous d'accord. Oui, la mer va monter, il va falloir faire quelque chose. Mais à partir du moment où on parlait de leur propre commune, ils étaient dans une dissonance cognitive. C'est-à-dire que la personne qui, une seconde avant, par exemple, le président du SMDA, c'est un élu de Narbonne qui s'occupe beaucoup de Narbonne-Plage, sur lequel on sait qu'il y a des risques très importants de submersion. Quand il parle de Leucate, qui est pareil, une ville qui peut quasiment passer sous les eaux, il est le premier à dire que de toute façon, il faut organiser le repris stratégique parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. Enfin, on ne peut pas protéger Leucate. Et quand on vient à Narbonne-Plage, qui est exactement dans la même situation, c'est exactement la même structure, et bien là, il dit, non, chez nous, il n'y a pas de problème. De mémoire d'homme, ça n'a jamais monté, ça ne montera jamais. Et c'est fini. Et en moins de 10 minutes, il est capable de shifter. Et on a pu l'observer, parce que Sandrine était avec moi, on l'a observé sur quasiment tous les maires du littoral, qui ont affaire entre on va dire la compréhension psychologique et puis le fait de servir leur territoire. Et puis souvent, ils connaissent bien leur territoire. Donc, il y a plein de gens qui ont des intérêts, ils ont la mémoire, effectivement, est-ce qu'il y a eu des tempêtes ou pas, ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, ils sont dans un refus de ça. Par exemple, à Leucate, où on sait qu'on va passer sous le niveau de l'eau, enfin où ils ont toujours des projets pour construire. Et bien là, en fait, il y a le maire qui était en train de dire, non, mais la seule chose qui nous intéresse, c'est le développement économique. Ces histoires d'aménagement, ça ne nous intéresse pas. Et l'attractivité, le tourisme, enfin, et c'était absolument... Pour le coup, oui, Michel Py, en fait, à tous les ateliers, c'était l'attractivité économique et touristique, l'enjeu majeur. Lui, il a rapidement compris que le déni, il fallait l'adopter sur tout l'ensemble du littoral audois. Et ce qui m'a étonné avant-hier, c'est que j'ai appris qu'il était conseiller général pour l'État de la transition écologique et de l'environnement. Ouais. On est gâtés dans l'Aude. Hein. Ouais. Ah ouais, on est bon, on est bon. Donc, en fait, du coup, le SMDA s'est dit, en fait, les élus, c'est bien, parce qu'effectivement, on voit ça, mais il faut travailler aussi avec la population. Et c'est vrai qu'il y a eu un énorme travail fait au fil des années sur la perception du risque, notamment en lien avec les inondations. Mais sur les problématiques de submersion marine, en fait, c'est des problématiques complètement nouvelles, avec effectivement une grande partie de la population, je ne sais pas où est le monsieur de tout à l'heure, qui en fait vient pas d'ici, et il y a un enjeu à essayer de progresser sur cette perception du risque. Donc il y a tout un axe en fait des actions qui est faite directement envers la population, avec la mise en place en fait de pièces de théâtre. Ils ont créé une pièce de théâtre qui s'appelle La mer montre, un truc très ludique avec un scientifique et un youtubeur qui font des choses un peu rigolotes. Ils ont mis en place des animations, des réunions publiques. Ils font beaucoup de médiation, notamment envers le jeune public. Il y a des choses en réalité virtuelle qui sont mises en place
pour que la population, en fait, elle comprenne qu'elle comprenne le risque de submersion marine et qu'elle puisse aussi faire pression sur les élus. Parce que finalement, les élus répondent à qui? Au final, ils répondent à ceux qui votent pour eux. Et il y a un levier là-dessus qui pourrait être intéressant. Donc aujourd'hui, en fait, après avoir vu tout ce travail-là, en fait, on est en train d'essayer de réfléchir aux solutions qu'on pourrait mettre en œuvre pour aménager le littoral et pour pouvoir essayer de régler ces problématiques de submersion marine. Et c'est que le tout début. Et l'idée, évidemment, c'est d'obtenir des solutions qui sont viables et qui, tout en prenant en considération le fait que la mer, on va avoir du mal à l'empêcher de monter en cas de tempête. Donc, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes sur un littoral qui est composé quasiment intégralement de villages construits sur le plan racine, donc de façon complètement artificielle.